Écoutez, enchanté et ravi de rejoindre Genève. Moi, je ne suis pas très loin, je suis à Fribourg. Et surtout après les gros événements d'hier, j'imagine que la ville va un peu mieux et est revenue à une vision un peu plus calme. Alors moi, j'étais en train de calculer, c'est horrible d'ailleurs de calculer ça, mais depuis combien de temps je suis dans le digital? Donc, je crois que ça fait plus de 25 ans que j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir rejoint ce domaine. Et au début, c'était assez intéressant parce que c'était un domaine qui intéressait absolument personne, à part les entrepreneurs et les codeurs, on va dire. Mais je vous parle de société. Donc, quand vous travaillez dans une boîte, au début, effectivement, on était vraiment ouais, quand on ne savait pas quoi faire avec nous, on nous mettait sur le digital de manière assez simple. Et c'est ce qui se passait. Quand j'ai bossé dans le pharma, je me rappelle, c'était vraiment ça. Et même chez Nespresso, qui pourtant était énorme, hein, quand j'y suis arrivé, on faisait à peu près 1 milliard, donc un peu plus de 600 millions sur Internet. Mais on était une petite équipe, on était 4 personnes. Je crois qu'on était 2 à bosser sur l'e-commerce, vous imaginez. L'IT était totalement séparé. Et dans le top management, quelques années avant, ils disaient que jamais aucune capsule se vendrait sur Internet. Donc, il y avait des vraies visions il y avait des vraies visions, effectivement. Alors, je me recule a priori. Il y avait des vraies visions de stratégie au sein du board de Nestlé. Donc, aucune capsule vendue sur Internet. Actuellement, je crois que Nestlé fait plus de 6 milliards, donc plus de, je dirais, 3-4 milliards facilement sur Internet. Donc, c'est un business absolument gigantesque. Suite à ça, j'ai rejoint le domaine de l'horlogerie. Alors, un domaine beaucoup plus traditionnel et très, très conservateur. Là aussi, ça peut paraître assez fou, hein, mais même Internet, je me rappelle de tous les meetings qu'on avait. Je passais toujours en dernier. Dès qu'il y avait des meetings PR, marketing, produit, machin truc, j'étais toujours dernier, donc tout le monde se cassait. Et puis moi, je restais avec ma presse. C'est en train de changer, faut avouer, mais ça a pris beaucoup, beaucoup d'années avant que ça change. Et maintenant, tout le monde ne jure que par ça. Et moi, j'ai tendance à jurer que par l'humain et plus du tout par Internet. Comme quoi, je suis un peu décalé peut-être, mais je crois beaucoup au digital, évidemment, pour autant qu'il reste fondamentalement humain, parce que c'est souvent ça qui fait la différence. Et surtout dans le domaine du luxe, s'il n'y a personne, moi je vois sur les 2 marques, hein, je vous présenterai les 2 marques sur lesquelles je bosse, mais j'interviens fréquemment quand même sur les ventes, aussi digitales, parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Et le fait d'être là et d'être présent fait que j'arrive à clore beaucoup de ventes. Ça se fait aussi sous cette forme. Je vais vous parler alors d'une première société pour laquelle je travaille. Ça s'appelle The Unnamed Society. Donc, The Unnamed Society, je vais ouvrir la présentation et je vais faire après alors, attendez, je vais faire déjà le partage d'écran. Comme ça m'évitera. Voilà. Écran, OK, partager. Et maintenant, je vais aller sur ma presse. Et voilà. Donc, comme son nom l'indique, je vais mettre ça en bas, sinon vous n'allez pas voir la presse. Comme son nom l'indique, il n'y a pas de nom. Et ce qui est assez intéressant dans cette société, c'est que effectivement, on est 2 à pouvoir parler au nom de la société, mais vous ne verrez jamais le nom d'un CEO dessus. D'ailleurs, ce n'est même pas vraiment un CEO, c'est un nombre de partenaires, de passionnés, de gens assez fortunés, surtout sur la côte de Miami, qui ont investi dans cette société, parce qu'ils avaient envie de développer quelque chose d'unique. Donc, au départ, on était vraiment sur une vision de club, pratiquement ces clubs de millionnaires ou milliardaires. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, vous devez vraiment être, il y a une sorte vous devez avoir un parrain pour y rentrer. Et on souhaitait vraiment développer des produits, et on le fait d'ailleurs, absolument uniques, et qui ne sont accessibles effectivement qu'à des gens, malheureusement, on va dire ça comme ça, mais qui ont un certain nombre de moyens et qui ont déjà tout. Ça, c'est aussi un des points qui est important. Et vraiment, un des claims principaux pour cette société, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a créée, hein, ça fait que 2 ans. En plus de ça, on a eu le Covid entre deux, qui n'a pas arrangé les choses, comme vous pouvez l'imaginer. On l'avait lancé au CIAR en 2019, si je ne me trompe pas. C'est eu beaucoup de succès. C'est un seul produit. Donc là, on est sur un produit. Il y en a certains qui arrivent au mois de septembre, de nouveaux produits. Donc le pipe commence à s'enrichir de manière importante, mais on y va très, très tranquillement. Donc la notion vraiment de créer l'impossible, de nouveau, ce sont des objets qui sont assez étonnants, vous allez le voir, qu'on ne peut pas vraiment imaginer et qu'on a réalisé. À chaque fois, on travaille avec des artisans les plus fins et les plus incroyables, et on est chaque fois sur des pièces uniques, c'est important de le dire. Il n'y a pas une pièce qui se ressemble, il y a toujours une pièce unique. Excusez-moi, c'était un moucheron.
Alors, vraiment, la quintessence ou dans les brand values, on va dire, c'est vraiment la notion, effectivement, que beaucoup de sociétés ont naturellement, mais on est vraiment dans le sublime. On attache un point sur le détail extrêmement important. Donc, ça nous prend vraiment longtemps avant de lancer un produit, pour être clair. Ce n'est pas les projets les plus rentables, il faut aussi imaginer ça, c'est-à-dire qu'on est sur des prix très élevés. Les marges pourraient être imaginées importantes. Ce n'est pas là-dessus que vous allez avoir des marges les plus importantes, c'est souvent dans la bijouterie où vous ferez 10 fois 15, on n'est pas du tout dans ces ratios. Et on est sur des projets très, très exclusifs, donc avec un panel d'acheteurs qui est quand même assez réduit. On n'est pas non plus sur des panels très, très larges en termes d'acheteurs. Et pour le positionnement, de nouveau, donc on souhaite vraiment avoir on est vraiment sur des collectionneurs, effectivement, qui rentrent un peu dans notre cercle d'intérêt. Ce n'est même pas un cercle d'amis, mais c'est vraiment un cercle d'intérêt, qui sont passionnés par l'art, qui sont passionnés par les détails et qui veulent un objet totalement exclusif que personne d'autre a. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que souvent, on parle de luxe, mais vous achetez j'adore la marque, évidemment, Hermès ou Vuitton, mais tout le monde a le même sac à la fin. Est-ce que vraiment c'est du luxe? C'est toujours la grosse définition du luxe. Est-ce que c'est le prix ou est-ce que c'est la rareté? Moi, j'aime beaucoup la notion de rareté. J'ai beaucoup bossé dans l'Antiquité étant plus jeune, et c'est vrai que la notion de rareté m'intéresse beaucoup plus que la notion de prix. Donc voilà, on revient justement à cette notion de rareté et on développe assez peu de produits. Là, par exemple, on a développé un produit, on a fait à peu près 100 unités pour l'instant. On en a vendu pratiquement les 9 dixièmes et on reste vraiment chaque fois sur des éditions très, très limitées en pièces uniques. Voilà, de Unnamed Society, comme vous le voyez. Donc, on est constamment à la recherche d'artisans et vraiment des artisans extrêmement pointus. On travaille avec des meilleurs ouvriers de France, on travaille avec différents ébénistes aussi, comme vous le verrez, pour que chaque produit, on est en partenariat avec une société qui s'appelle l'Épée, qui nous développe toute la partie, effectivement, aussi bien horlogère, là en l'occurrence, vous allez le voir, et mécanique. Et sur différentes pièces, on travaille vraiment, et vous le verrez aussi dans une vidéo, avec un ébéniste et Bichard, avec d'autres artisans, on les met vraiment en avant, aussi bien des graveurs, parce qu'il y a beaucoup de gravage qui se fait dessus. Et chaque pièce, de nouveau, est différente, et chaque fois, c'est un gravage différent. Chaque fois, vous avez des crosses de pistolets dans d'autres matériaux. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a développé un partenariat avec ça. C'était Cédric Vichard, qui est un ébéniste, qui fait des trucs absolument incroyables. J'ai eu la chance d'aller dans son atelier. Et c'est vrai que chaque crosse est retravaillée. Il y a un nombre de peaux absolument folle. Et là, les peaux vont effectivement aussi bien de la raie, ça peut être de la tortue. On a fait des choses en jade, on a fait des choses en cornes de girafe. On était en train de travailler aussi sur des anciennes cornes de mammouth, de rhinocéros. Après, il y a des problèmes évidemment légaux. Vous devez faire très, très attention en termes d'exportation. Donc, vous ne pouvez travailler que si, par exemple, vous travaillez d'ivoire, que sur des ivoires anciens. Sinon, évidemment, vous ne les passez pas. Ça, c'est des grosses problématiques. Et d'ailleurs, c'est un très gros challenge de pouvoir exporter ce produit. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça ressemble vraiment à un pistolet. Évidemment, ce n'est pas un pistolet, c'est une horloge de table avant tout. Hein. Mais on a dû développer un certain nombre de papiers, de documents pour pouvoir le faire. Les premiers envois étaient très, très compliqués. Et par la suite, heureusement, c'était plus simple. Là, vous avez une image d'un nouveau partenariat qui est fait avec Salanitro. Salanitro, c'est un des grands experts de la joaillerie dans le domaine de l'horlogerie. Hein.
la plupart des grands horlogers ne font pas eux-mêmes leur sertissage. Ils ont toujours des externes pour le faire. Salonitro est basé à Genève et c'est eux qui le font. Ils travaillent pour les plus grandes marques. Et on a développé un produit unique, donc là, il n'y en a pas deux, complètement serti en diamant. Donc, le pistolet fait à peu près 78 carats, donc c'est assez intéressant. Et vous avez à peu près 2500 diamants, 2518 exactement, avec à peu près 21 tailles différentes, et ça représentait à peu près 140 heures de design, et rien que pour la partie setting, c'est à peu près 250 heures. Et vous avez à peu près 6 artisans qui ont travaillé dessus, différents. Il est visible à Monaco, donc on travaille avec Art in Time, qui a un retailer extrêmement exclusif. On a très, très peu de points de vente aussi, donc ça, c'est aussi une de nos spécificités. On est sur des points de vente très, très recherchés, très exclusifs. On ne souhaite pas être partout, parce que déjà, on n'a pas les produits, tout simplement. On ne veut pas être partout. Et on est vraiment sur des rapports de relations avec nos vendeurs extrêmement importants. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans ces projets-là, la vente online, on l'a mis en place, évidemment, hein, mais avant tout, on vend en magasin, avant tout, on vend sur notre réseau. Donc, c'est plutôt ça qui se fait pour l'instant. On a des gens qui souhaitent, par les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça arrive assez fréquemment, qui nous contactent pour avoir certains produits, mais c'est vrai que la vente online directement se fait un peu moins. Vous êtes quand même sur des produits qui démarrent à peu près à 30 000 euros. Le diamant est à peu plus de 300 000 euros. Donc, il est peut-être plus difficile aussi de l'acheter comme ça en ligne, même si de plus en plus de produits de luxe se vendent sous cette forme-là. Là, vous avez deux façons de le présenter. Donc, vous avez une présentation, effectivement, vous pouvez le mettre sur le tube du gun, du pistolet, et vous avez une autre façon latérale. Et là, vous avez l'écrin exclusif aussi. Donc, c'est un écrin, vous verrez après. Je vous ai mis une petite vidéo pour comprendre ce que c'est qu'un écrin chez TUS. Et vous avez un carnet unique, c'est le certificat. Chaque certificat est unique aussi parce qu'il est écrit à la main. Donc, on a une calligraphe qui s'occupe d'écrire chaque référence. Donc, tout est fait vraiment. Il n'y a aucune signature. La seule signature qu'on a, c'est notre boss qui a son empreinte digitale qui est faite, donc qui est imprimée sur le certificat. Donc, il y a vraiment, encore une fois, on reste ce domaine où on reste une société assez, pas nécessairement secrète, mais on ne souhaite pas. Ce qui est le plus important pour nous, c'est les produits qui doivent être mis en avant et pas nécessairement les personnes. Là, je vais vous montrer un peu la notion de cadeau, parce que chez nous, la notion de cadeau est très, très importante aussi. Donc là, c'est un autre partenaire qui nous a fait la vidéo qu'on aimait bien. Et ça vous permet effectivement de voir la grandeur de l'écrin. Donc l'écrin fait à peu près 20 kg. C'était une gageure aussi de trouver quelqu'un qui puisse nous fraiser, c'est de l'aluminium, nous fraiser de l'aluminium pour pouvoir le faire.
Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, là, on travaille sur un autre projet, l'écrin est fait plus d'1 mètre de nouveau, et tout est vite très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on est sur des éditions très, très limitées. Et quand vous bossez sur des éditions limitées, évidemment, les prix explosent, ce qui est normal. Et souvent, vous ne pouvez pas réaliser les choses parce que vous êtes vite sur des problématiques de grande quantité. Pour moi, par exemple, je souhaitais faire un certain nombre de développements de produits aussi, sur des choses annexes au niveau marketing, mais si vous ne bossez pas sur 3000 ou 4000 pièces, personne ne vient vers vous. Donc, vous devez trouver chaque fois des prestataires, des fournisseurs, des artisans qui puissent travailler pratiquement la pièce unique. Sur les réseaux sociaux, on est relativement présent aussi sur Instagram, mais même si on fait assez peu de communication. Et là, je travaille avec un designer produit qui réalise tout le travail sur les réseaux sociaux afin qu'on ait une structure et une cohérence complète à chaque fois. Et vous avez une image un peu plus haut, effectivement, qui est de Art in Time à Monaco. Donc, c'est une des boutiques les plus exclusives au monde, qui est détenue par Chipfelet. Donc, c'est le CEO de Chopard. Et vous avez vraiment des marques de montres très, très exclusives de nouveau. On a fait un lancement à Monaco pour cette pièce. Covid, évidemment, étant là, il est difficile pour les clients étrangers, soit chinois, soit du Moyen-Orient, de venir. Donc, on espère pouvoir la vendre prochainement. Là, j'ai fini un peu la présentation globale de la société. Ce qui était intéressant quand j'ai rejoint cette société, c'est déjà la découverte des produits qui étaient pour moi totalement exclusifs, incroyables. C'est vrai que c'est des produits, vous devez vraiment les voir pour vous rendre compte. Il est pratiquement impossible de se rendre compte de la tenue du pistolet, par exemple, de l'ouverture de l'écrin, sans l'avoir tenu, sans l'avoir vu de visu. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'Internet, c'est bien. Le digital, c'est bien, on fait pas mal d'opérations, vous imaginez bien, de targeting, on essaie d'amener beaucoup de gens, évidemment, en magasin. Les pays assez importants pour l'instant sont le Mexique, les États-Unis. L'Asie commence, on est en train de travailler dessus aussi. Ça prend un peu de temps, et là aussi, vous êtes quand même confronté, si vous bossez avec des gros distributeurs, quand vous venez, vous leur demandez d'être présents et que vous pouvez leur fournir 3-4 pièces ou pas plus, ou 5 pièces, c'est difficile. Donc, vous devez vraiment trouver des gens qui sont aussi dans cette dynamique de pièces extrêmement exclusives. Nous, on vient tous du milieu horloger, donc on a l'habitude. Moi, je viens de Corum aussi. On a été habitués, hein, c'est un grand mot, mais de vendre des pièces à plus d'1 million. On connaît nos clients, donc il y a un certain nombre de clientèle qui existe, qui est là. Qui s'intéressent à ça. Ce n'est pas nécessairement les passionnés ou les entrepreneurs de la Silicon Valley qui vont vous acheter ça, il faut être très clair aussi. C'est très statutaire, en l'occurrence, ce pistolet. Il faut le mettre sur son bureau, il faut aimer ça. Ce n'est pas une notion de luxe discret. Mais je vous dis, ce que je vous disais en aparté au départ, c'est qu'on en a vendu pratiquement 90% de la production. Et les prochains, donc je peux vous donner déjà on va travailler sur un Winchester. On ne va pas faire que des armes, en l'occurrence. Hein. Ça s'est fait comme ça, mais c'est plus un hasard qu'autre chose. Et on a toute une gamme de bijoux, de nouveaux produits qui sont en train d'arriver et qui vont être lancés sur les mois à venir sur cette société. Ce qui était intéressant aussi, quand on a lancé ça au niveau PR, l'approche et le retour des journalistes était extrêmement positif. On a un article très important dans le New York Times aussi. Et donc, on voit qu'il y a une vraie clientèle pour des objets totalement uniques. Moi, j'étais parti aussi sur une vision, par exemple, de café, parce qu'évidemment, venant de Nespresso, je suis collectionneur de machines, de machines à café totalement exclusives, avec un café totalement exclusif. Et je suis persuadé qu'il y a une clientèle pour ça, c'est-à-dire que certaines personnes ne veulent pas avoir la même machine à café que son voisin et ne veulent surtout pas avoir le même café, parce qu'il y a un cérémonial qui doit être fait pour eux et qui est vachement intéressant dans le domaine du luxe, parce là, on est vraiment dans l'hyperluxe, en l'occurrence. Hein. Vous l'avez aussi dans le domaine de la voiture, c'est la même chose. Donc, il y a une vraie clientèle pour ceci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vais voir. Est-ce qu'il y a eu des questions ou pas? Vous m'entendez encore? Oui, on vous entend, oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou tout est OK? Moi, j'aurais des questions Oui, avec plaisir. Justement parce qu'on parle de digital et Oui. l'une des grosses difficultés quand on vend des pièces extrêmement chères, extrêmement exclusives, c'est tout ce qui est lié au règlement. Comment ça se passe en fait? Parce que là, évidemment, on connaît les clients, on sait qu'ils ont des références.
Enfin voilà, c'est quand même pas Alors, évident. il y a plusieurs façons de le faire. Alors, soit vous avez des Amex qui vous permettent, comme tout le monde, d'avoir 50 ou 200 000 francs sur le compte et il n'y a pas de souci. Ou soit, ce qui se fait souvent, c'est simplement une partie du paiement se fait par Internet et tout le reste se fait au niveau bancaire. Voilà, c'est des choses qui se font. Après, évidemment, au niveau de la fraude, il faut être très vigilant parce que c'est pas des petits montants, hein, on est bien d'accord. Après, j'ai lancé par exemple sur une autre marque du BitPay, du Bitcoin. Donc, on va le mettre aussi sur Name Society. On pourrait imaginer qu'un certain nombre de gens pourraient s'intéresser à acheter ça en Bitcoin. Et en même temps, l'impression que j'ai avec le recul, c'est que la plupart des gens qui ont des Bitcoins souhaitent plutôt investir avec ça, pas nécessairement dans des produits, mais plutôt dans la valorisation de leur Bitcoin. Donc, on est en train de le voir aussi. Mais donc, de toute façon, encore une fois, quand une personne veut un produit, alors chez nous, il vient sur Internet, il peut l'acheter, mais s'il y a quoi que ce soit, il nous contacte. Il y a une conciergerie, donc 24/24 aussi, qui lui permet d'être toujours en contact avec quelqu'un. Et je dirais que si le paiement doit se faire, il se fera d'une manière ou d'une autre. Effectivement, il y a la possibilité de payer directement par compte bancaire, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais en magasin aussi, aller en France actuellement et essayer de donner 30 000 euros en cash, il n'y a pas grand monde qui vont accepter ça. Hein. Oui, il y a une limite légale aussi. Encore, il n'y a qu'en Suisse qu'on accepte encore le cash. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est un vrai problème parce que, alors je vous disais, en aparté, moi, je bossais dans l'Antiquité à l'époque. Je travaillais avec un grand joaillier antiquaire à Genève, en l'occurrence. Et ce qui était intéressant, c'était avant la guerre d'Irak. Il y avait énormément d'Italiens, d'étrangers qui venaient en Suisse pour placer leur argent, comme vous pouvez imaginer. Pas nécessairement blanchir, mais ils le plaçaient et il leur restait toujours un certain montant en poche qu'ils allaient dépenser un peu partout. Et donc, nous, on avait beaucoup de clients qui venaient avec des grosses sommes de cash pour le dépenser. La guerre d'Irak et après, effectivement, le secret bancaire a beaucoup changé. Mais le cash dans le luxe, c'est quelque chose de très, très important qui a fait marcher le luxe. Aussi au niveau d'une certaine discrétion, quand vous achetez, ça c'est le côté un peu amusant dans l'horlogerie ou dans la joaillerie, que vous n'avez pas nécessairement ailleurs, c'est d'acheter un produit pour sa maîtresse. C'est vrai que vous ne l'achetez pas qu'une carte de crédit en général. C'est plutôt avec du cash pour éviter les problèmes. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire assez intéressante avec ça, c'est qu'on avait développé des boutiques Internet chez Tag et on s'était amusé à avoir une notion, si la femme venait, elle était visiteuse plutôt, parce que si l'homme avait acheté pour sa maîtresse, évidemment, dans le panier ou dans l'historique, on pouvait tout retrouver. Donc, pour des marques de luxe, de joaillerie, c'est des problématiques toutes bêtes, mais qui sont très, très importantes. C'est pour ça que souvent, même vous allez chez Cartier ou Debies ou ailleurs, au niveau CRM, c'est très compliqué parce que les gens ne veulent pas déposer leur nom. Parce qu'en fonction de ce qu'ils ont acheté, ce n'est pas nécessairement toujours pour leur femme. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est absolument pas. Il y a typiquement les petites histoires de l'histoire du luxe. Quoi. Donc, il faut faire de l'hyper-personnalisation en connaissant parfaitement ses clients, mais… Comme l'hôtellerie, c'est toujours voilà. bon, mais on reconnaît la femme officielle, oui. Ça se fait beaucoup, évidemment. Mais c'est vrai que dans l'hyperluxe, c'est important parce que c'est une façon de… sans aucun jugement, d'ailleurs, ça me passe dessus, hein, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est des petits détails qui peuvent avoir… c'est pour ça quand on voit les données, par exemple, chez Vuitton, mais là, ça fait longtemps que j'y suis plus et donc on peut en parler. Ce qui était intéressant à Londres, je me rappelle, les clients les plus importants, donc qui dépensaient un peu plus de 200 000 euros, si je ne me trompe pas par année, c'était des filles en général russes de 21 ans. C'est leurs gros clients, tout simplement. C'est la réalité, c'est tout, il ne faut pas se leurrer non plus. Est-ce que dans votre stratégie de développement, vous avez envisagé d'utiliser les NFT ? Oui, on est dessus. D'ailleurs, on est en train d'y réfléchir effectivement. Pour officialiser le fait que l'acheteur soit propriétaire de la pièce. Oui, complètement. Oui. C'est des choses sur lesquelles on travaille et on avance. Donne un côté exclusif, en fait. Alors, c'est vrai que la grosse difficulté, c'était de lancer déjà les produits, hein, parce que c'est très, très compliqué. Chaque fois qu'on avançait, il y avait un problème technique parce que ça n'avait jamais été fait. Je vous dis simplement, l'écrin était quelque chose de très, très difficile pour trouver rien que les fournisseurs. L'épée, par contre, on avait une qualité remarquable, mais vous n'avez pas beaucoup de sociétés qui peuvent développer ce genre de produits au monde et qui ont ce niveau d'exigence. C'est pour ça que souvent, on se rapproche quand même des gens qui bossent dans l'horlogerie parce que c'est je ne vais pas dire les seuls, loin de là, mais qui ont ce niveau de détail et travaillent en micron que d'autres artisans non pas, parle pas, on n'est pas dans la joaillerie, là on est vraiment sur des choses presque d'ingénieur, donc vous devez avoir des choses effectivement parfaites.
D'accord. Donc là, il nous reste 5 minutes sur la première partie, hein, puisque vous avez 2 marques. Et Oui, vous allez nous effectivement. parler effectivement de cette deuxième marque. Et Oui. sur la partie digitale, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer je sais pas, sur la mise en ligne, sur le fait de communiquer sur des produits haut de gamme, par exemple? Est-ce qu'on peut faire de la publicité sur C'était Facebook? aussi c'était un point, tout simplement. Est-ce qu'on voulait communiquer dessus? C'était tout simplement ça. Est-ce qu'on allait mettre, donc on a fait une boutique Shopify d'ailleurs que j'ai faite, et on se dit, est-ce qu'on le fait ou pas, ou est-ce qu'on met en ligne des produits à 30 000 voire à 300 000 sur Internet? Moi, je pense que c'est plus du tout un problème. Après, vu que c'est chaque fois des pièces uniques, parce que chaque fois il y a autre chose, ça veut dire que vous avez soit la crosse qui change, soit la gravure, etc. Vous avez quand même une dizaine de pièces en ligne. Hein. C'est pas énorme, on est bien d'accord, mais quand même. Et est-ce qu'on allait, et puis surtout la notion de secret, parce qu'au départ on était vraiment dans cette notion de secret, et Internet est secret. Alors au départ on était carrément dans une vision de vous deviez être parrainé pour pouvoir rentrer dans le site. Donc ça, c'était top, évidemment, mais la réalité fait qu'il faut vous faire connaître avant. Donc peut-être dans la deuxième phase de la société, quand on aura assez de monde, il est tout à fait possible qu'il soit de plus en plus compliqué de rentrer et de voir les produits. Avec un accès Internet privé, par exemple? Complètement privé, vous devez sinon être client pour pouvoir avoir accès aux autres produits aussi. Vu qu'il y en a très peu, on est aussi dans cette tendance, on est en train de voir. Je vous dis, le Covid a changé beaucoup la donne, hein, évidemment, parce que ça devenait beaucoup plus compliqué et personne ne savait ce qui allait se passer. On a quand même vendu des pièces pendant le Covid, mais c'était évidemment, vous ne pouvez plus bouger, vos vendeurs ne peuvent plus bouger, on ne peut pas faire de salon, de gros salons, et c'est quand même là que des retailers viennent aussi acheter nos pièces, puisqu'on fait aussi du B2B évidemment, hein. Donc c'était un peu la grosse difficulté. Ce que je n'ai pas dit en aparté, c'est qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Penbury, qui est un groupe de distributeurs. Donc, on représente une quinzaine de marques, par exemple Hublot, Zénith, TAG, sur toute l'Amérique du Sud, et Miami. Les croisières en étaient très forts aussi. Les croisières ont eu certains problèmes aussi à Miami, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on a une habitude du retail qui est très fort. Donc, on a quand même un réseau de retail qui est très important. Et donc, on a la chance de pouvoir tous les connaître et savoir exactement où aller. Donc, ça, c'est aussi la chance, parce que c'est vrai que j'ai des amis qui ont développé des marques de montres très exclusives, mais le retail, c'est infernal parce que personne n'en veut. Parce que quand vous allez voir un retailer, en plus, on n'est pas à la commission, quoi. Vous n'êtes pas en soumission, pardon. Les gens doivent acheter le produit. Il faut une certaine confiance quand même dans le produit, dans la société. Et c'est le gros problème que la plupart des petites marques ont, c'est que les retailers n'en veulent pas. Déjà, ça ne se vend pas. Et donc, c'est de l'argent qui dort. Et puis, ils savent très bien que s'il n'y a que les grandes marques qui sont intéressantes, la plupart des petites, si vous ne faites pas de la soumission, c'est très difficile. Pour une petite marque, faire que de la soumission, c'est infernal parce qu'ils doivent jouer à la banque constamment. Et en plus, ils sont souvent, même quand le produit est payé, ils ne sont pas payés tout de suite. Donc, le cash flow peut avoir de gros soucis. D'accord. Concernant vos clients, donc Hyperlux, Oui. quel est le canal de communication qui est privilégié? Est-ce que le téléphone a joué encore beaucoup de rôle? Est-ce que Oui, avec par les retailers. mail? Alors, on a tout effectivement par mail, naturellement, par téléphone si c'est des commerciaux, par relation, très fortement. On communique quand même beaucoup par Internet et sur les réseaux, donc ils sont au courant des produits, donc ils les voient, ils nous posent souvent des questions, donc il y a quand même un échange. Après, la plupart sont plutôt dans le désir d'avoir quelque chose, mais pas nécessairement la possibilité d'avoir. Et après, il y a une certaine discrétion de ces clients qui ne souhaitent pas, évidemment, surtout pas être vus sur Internet. Ce n'est pas nécessairement le but. Donc, c'est plus nos réseaux de distributeurs et nos vendeurs et nos magasins qui vont faire cette relation, effectivement, sur la vente finale. D'accord. Et quel est On le reste quand même réseau sur quelque chose d'assez conservateur. Oui. Et quel est le réseau social qui, aujourd'hui, est le plus approprié pour cette clientèle? Nous, on est beaucoup sur Instagram. D'accord, plutôt Instagram. Ça répond bien. Mais la communauté est très petite, hein, parce qu'on n'a acheté aucune personne. Donc, on est à 2000 personnes. C'est tout petit, ça se fait de manière très, très organique. On ne souhaite pas la développer nécessairement beaucoup, hein, ce n'est pas le but. Et on communique beaucoup dessus. Évidemment, on est associé à Facebook, mais je ne suis pas sûr qu'on ira sur TikTok demain. Ce n'est pas des choses qui nous intéressent nécessairement. Voilà, c'est pas...
on est plutôt en train de voir sur des plateformes en Asie très, très pointues aussi, sur du domaine du luxe peut-être. Mais sinon, ça peut paraître assez fou, mais c'est vrai que on reste sur des produits avec un niveau… pardon, c'est ma chaise qui est haute ou c'est moi qui est trop petit, je ne sais pas, un des deux. Voilà. Mais après, j'ai levé mon écran et donc peut-être je pourrais le rebaisser. Attendez, je vais voir. J'étais peut-être trop prétentieux et j'ai mis un livre sur mon écran, sous mon ordinateur. Là, c'est mieux, non? Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez? Eh ben voilà. C'est pas beau la vie? Donc, il faut que j'assume le fait que j'ai pas besoin de livre sous mon ordinateur. Voilà. OK. Est-ce que vous voulez que je passe à la deuxième marque? Oui, oui, absolument. Vous pouvez passer à la deuxième marque. D'accord. 2 secondes. Et on prend toujours les questions là. Oui, allez-y, Les c'est bon. spectateurs sont toujours là et ils vous regardent, ils nous écoutent. D'accord, mais je vais essayer déjà de passer à l'autre présentation. Et là, Voilà. pourquoi ça, j'y arrive pas à passer? Voilà, c'est bon. Donc, je vais fermer celle-ci. Et je vais ouvrir la deuxième qui n'a évidemment absolument rien à voir. C'est toujours des montres, hein, il me semble. Alors là, on est dans des montres. Alors, de Unnamed Society, ce n'est pas que des montres. Oui, ce n'est pas que des montres. C'est des produits horlogers. Voilà. Alors, je vais me faire en partage. Je le remets en partage ou c'est bon? On était déjà en partage. Je suis déjà en partage là? Non, pas encore. Alors, je le remets. Voilà, pardon. Voilà. Tac, c'est bon. Voilà, partager. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Donc, Bomberg. Alors, Bomberg, c'est de nouveau une autre histoire. Donc, je travaille à 50% sur les deux marques, on va dire comme ça. Et je m'occupe aussi de certains événements et certains lancements sur l'Amérique du Sud pour d'autres sociétés et d'autres marques. Donc, j'ai tout à faire. Bomberg, c'est une société qui a été lancée à peu près en 2012. Donc, marque de montre hyper disruptive, complètement décalée. Et là, ça avait été lancé par… Ric Delacroix, qui est donc le fondateur de Penbury et le président de Penbury. Il voulait une marque jeune, décalée encore une fois. Ça a très, très bien marché, beaucoup sur le Mexique, de nouveau, évidemment, parce que c'était très orienté Mexique. Ils ont été agressifs, complètement fous. Moi, j'ai adoré parce qu'on les voyait. Par exemple, à Baselworld, je me rappelle, ils avaient fait un partenariat avec la fondation Barry, qui s'occupe des Saint-Bernard Suisse, et ils étaient venus avec des Saint-Bernard, c'était génial, on voyait qu'eux. Hein. Et donc ça, c'était absolument top. Ils sont allés peut-être un peu loin. C'est toujours le grand danger quand vous êtes un peu disruptif ou un peu décalé. La très grande facilité, c'est d'aller un peu dans le porno chic, un peu dans le vulgaire. Et malheureusement, ça a été ça. Ce qui était malheureux surtout, c'est de revenir en arrière. Parce qu'à un moment, vous l'assumez. Je pense qu'il faut l'assumer. Maintenant, ça devient très compliqué, évidemment, d'assumer ce genre de positionnement. J'ai une petite histoire assez amusante d'ailleurs là-dessus. J'ai travaillé avec une école à Vevey de design. Donc, j'avais plein de jeunes de design parce qu'on voulait refaire tous nos displays et toute la partie merchandising. J'ai bossé avec eux pendant 6 mois, c'était top. Donc, ils m'ont amené des résultats assez intéressants sur la vision de la marque, donc, parce que ça se faisait en 2 phases. Vision de la marque après 6 mois, et puis après, on commence à avoir des résultats de design sur des displays, sur du merchandising, sur tout le process de vente, on va dire, en magasin. Et donc, après 6 mois, j'ai les résultats, et puis la directrice de l'école me dit, écoutez, il faut que je vous voie. Je dis, bon, bah, super. Et puis, elle me dit, on doit arrêter, on ne peut plus travailler avec vous. Je dis, comment ça, on ne peut pas travailler avec moi? Bah, ils me disent, non, écoutez, nos élèves sont tombés sur d'anciennes pubs que vous avez faites. Ils ont été tellement choqués parce que la vision de la femme est tellement terrible pour eux qu'ils refusent de travailler avec vous. C'était assez intéressant. C'était un enseignement. Donc, évidemment, on n'est plus du tout dans ce style. Hein. Encore une fois, il y a des années qu'on ne l'est plus. Donc, les jeunes ont une vision, et c'était aussi bien hommes et femmes, hein, en l'occurrence, des marques sur lesquelles ils travaillent et ils veulent travailler. Alors, ce qui était très intéressant aussi, c'est que, parce que je me suis évidemment, pas nécessairement énervé, mais ça m'a un peu fatigué qu'on me dise ça après 6 mois, ils étaient très à l'aise de bosser pour Boss, pour bosser pour Chanel et pour bosser pour Philippe Morris. Ça dérange personne. Donc, il y a aussi une dichotomie dans ces écoles. Effectivement, ils commencent à prendre des choix de valeurs. Et là, quand je vous parlais de publicité, c'est par exemple, vous aviez un chien qui regardait une femme, voilà, c'était tout. Hein, c'était pas non plus des trucs trop obscènes. Mais ils ont une sensibilité à ce genre de choses qu'ils n'ont pas sur d'autres marques, étonnamment. Voilà.
toutes les marques qui ont bossé pour des nazis, ça ne les dérange pas. Mais si vous voyez quelque chose un peu féministe, on dira, ça les dérangeait fortement. Ça a été pas un cas unique. En plus de ça, mon boss aussi devait travailler avec une école à Genève. Il a eu le même cas de figure, mais avant, donc ça arrangeait tout le monde. On n'a pas pu aller plus loin. Mais c'est des problématiques importantes maintenant. C'est quand vous bossez avec des écoles, des instituts, la notion de marque ou de marque devient importante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, ils deviennent très sensibles à ça. Jamais à l'époque, on a eu ce genre de problème, il faut être très clair. Et maintenant, moi j'ai donné beaucoup de cours aussi, je vois que les élèves commencent à avoir des vrais partis pris. J'ai des amis qui ont des grosses boîtes aussi dans le domaine Internet, et ils me disent fréquemment que ces employés ne veulent pas bosser avec telle et telle marque. Typiquement Philippe Maurice, ils me disent je ne peux pas bosser avec eux, j'ai personne qui veut travailler avec eux. Donc, c'est assez nouveau pour moi, ça, et je pense pour pas mal de boîtes aussi. Mais c'est intéressant, c'est on a tous eu nos révolutions, et ben, ils les ont et ils les assument, et chapeau, quoi, il y a absolument rien à dire. Donc, Bomberg, donc je vais continuer, sinon je parle trop. Ils sont partis dans tous les sens, et puis quand moi je suis arrivé, je me suis dit que ça serait bien d'avoir des vraies valeurs de marque simples, identifiables, avoir un vrai sillon, parce que c'est de nouveau une marque de niche, c'est une petite marque de niche, et il faut rester sur des trucs simples, identifiables. Parce que partir sur 15 000 différentes façons de travailler, aussi bien sur la voiture, sur le racing, sur le sport extrême, sur le tatouage, l'écran, tout ce que vous voulez, à la fin, plus personne ne comprend votre marque. Et donc, on est parti sur du tatouage. C'est une des marques les plus tatouées que vous pouvez trouver sur le marché, on va dire. Et même si actuellement, d'ailleurs, on est en train de se poser la question si il faut continuer là-dessus ou pas, si la valeur première doit être le tatouage ou plutôt une autre valeur, parce que toutes les marques sont dessus maintenant. Vous voyez ça partout, et c'est beaucoup plus difficile de se différencier sur les autres. Là, c'est une petite intro. Donc, c'est le grand écart entre TUS et Bomberg, évidemment. Donc, c'est une marque hyper dynamique. Il y a un claim qu'on aime bien chez nous, c'est soit on m'aime ou soit on me déteste. Il n'y a personne qui est indifférent, en gros. Et effectivement, c'est une chose qui est très, très claire pour nous. Moi, je suis rentré dans le domaine du tatouage, je ne connaissais absolument rien. C'est un domaine assez étonnant, et c'est vrai que maintenant, il est devenu presque banal, quoi. Je crois que chez les jeunes, c'est plus de 60% ou 70% des jeunes sont tatoués. C'est absolument incroyable. Et j'ai découvert plein de choses. Donc alors, on travaille nous qu'avec des artistes. Là, les mains que vous avez, par exemple, c'est un artiste tatoueur. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez dans sa croix sur la main, il y a du blanc, et c'est du tatouage, un blanc. Au départ, moi, je voulais faire du photoshopage, par exemple, pour mettre des tatouages. Et tout de suite, on m'a dit surtout pas, parce que ça se reconnaît tout de suite. Et si tu veux rentrer dans la communauté de tatoueurs, il faut les respecter, il faut les comprendre. Je connaissais rien, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un tatouage, c'est pas un acte indifférent, c'est vraiment, on parle de sa vie en général. Donc j'ai appris beaucoup de choses, c'est passionnant. Encore une fois, c'est un domaine qui m'était totalement étranger, et j'apprends gentiment à y rentrer. Donc qui on est effectivement, on a un esprit très cool. On bosse beaucoup avec un chien qui s'appelle Bolt, qui est au Mexique d'ailleurs. C'était un peu l'ambassadeur de la marque, qui est toujours là. On a aussi 2 bulldogs en Suisse, et il y a un nouveau projet qu'on est en train de faire qui va sortir au mois de juillet, où les bulldogs vont ressortir de manière assez importante, vous verrez. La notion de sans peur, évidemment, parce qu'on était un peu aussi dans l'extrême. Et puis dans la notion hyper créative, on n'a pas vraiment de limite. Là, vous voyez de nouveau, c'est un autre tatoueur. On s'est amusé un peu à le couper. On a fait des shoots, et c'était assez intéressant aussi, parce que il fallait que je trouve un photographe pour faire des shootings. Encore une fois, on est une petite boîte, donc pas beaucoup de moyens, on est bien clair. Donc, il faut être assez créatif. Et elle m'a trouvé plusieurs tatoueurs super intéressants, des gens vraiment très intéressants et passionnants. Et ils ont accepté de pouvoir montrer leurs tatouages. Et à chaque fois, c'est des tatouages différents. Là, vous êtes plutôt sur des tatouages, par exemple, japonisants. Et les clients de Bomberg, alors on pourrait se dire les clients, mais ça doit être que des jeunes décalés qui se marrent et tout, et pas du tout finalement. Nos clients sont entre 35 et 50, 60 ans, étonnamment. Donc c'est des gens plus âgés.
Pourquoi? J'ai du mal à vous dire, hein, parce que c'est vrai que les mecs qui sont en harley, etc., ce pas nécessairement les gens les plus jeunes. Au Mexique, un cas particulier, parce que si vous prenez les Mexicains, ils sont tous en costume au bureau, par exemple dans les banques, etc. Et le seul moyen d'être différent, c'est par une montre. Et effectivement, ils adorent Bomberg parce qu'ils se différencient par Bomberg. Là, je vous ai mis aussi une danseuse classique parce que c'est vrai que chez Bomberg, on peut être tout à fait classique et complètement décalé. Donc, une danseuse totalement tatouée en tutu, on trouvait ça plutôt amusant. Et le territoire, donc territoire de marque est très très fort maintenant, effectivement sur ces tatouages, on va dire, sur ces symboles presque rituels ou tribales dans certains cas et qui fonctionnent très très bien. J'avais fait toute une campagne de nouvelles publicités qu'on a développées. Au départ, on était sur des couleurs très très vives, plutôt, vous savez, les sapeurs par exemple. Moi, j'adore les sapeurs africains et on était vraiment là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Amérique du Sud, si vous mettez des couleurs très vives, bleu ciel, vert, type de sape, hein, vous n'êtes pas considéré vraiment comme un homme. C'est vraiment des machos, c'est assez intéressant à voir. C'est ce qui est intéressant en com ou en marketing, c'est que chaque pays est différent. Ils avaient fait, avant que j'arrive, une grosse campagne de publicité. Ils avaient mis des Chinois d'ailleurs. C'était un bide complet parce qu'en Amérique du Sud, ça passe pas du tout. L'inverse aussi, moi, quand je bossais pour Tag, par exemple, vous aviez Hamilton, qui est noir, évidemment, ben, ça passait pas. Ils n'en voulaient pas, et même Tiger Woods, c'était très compliqué. Donc, il y a un discours effectivement antiraciste partout. La réalité dans les marques, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, c'est malheureusement vachement ancré encore. Donc, on peut pas le nier, il faut faire avec. Je déteste ça. On essaie de faire bouger les lignes, mais c'est pas toujours simple. Et de ce fait, évidemment, on a essayé de trouver un claim. On est parti sur le Tattoo Your Desire parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment chaque personne qui se tatoue, c'est une vraie volonté de se tatouer qui est très très forte. Là, vous avez un autre modèle aussi qui est de nouveau tatoueur. Comme vous le voyez, c'est tous des gens qui sont un tout petit peu tatoués, donc de la tête aux pieds. Ce que je ne savais pas, c'est que souvent, ils se tatouent sur les jambes parce qu'ils font leur essai eux-mêmes sur les jambes. Donc, vous voyez, on apprend tout le temps. Au niveau marketing, on était parti donc sur des choses avec des couleurs beaucoup plus vives. Et finalement, quand vous voyez le résultat, on est sur des choses beaucoup plus pointues, pas pointues, beaucoup plus noires, beaucoup plus fortes. Alors, tout est retravaillé. C'est ça qui est assez sympa. C'est qu'on a fait des shoots avec ces modèles. Et chaque fois, si vous prenez le visuel du milieu et celle de droite, comme vous pouvez le voir, c'est la même personne, simplement on les a retravaillés complètement. Donc il y avait vraiment une volonté de pouvoir chaque fois les rebosser, leur changer leurs habits en fonction des pays, en fonction des... Et c'est vrai qu'on n'a pas mis les têtes parce que dans certains cas, les tatouages sont superbes, les têtes peuvent être un peu différents et un peu compliqués. Donc, c'est pour ça qu'on ne les avait pas mis. Ce qu'il fallait, c'est qu'en point de vente, et ça, en point de vente, je vous garantis que c'est vraiment un catch-eye parce que vous voyez que ça. Et là aussi, c'est intéressant, c'est que sur certains retailers, ils n'acceptent pas trop ce genre de visuel parce que c'est tellement violent, pas violent, mais tellement fort que toutes les autres marques, évidemment, passent à côté. Et donc, ils essaient d'avoir une certaine uniformité, on va dire, dans le magasin. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des visuels qui sont assez classiques pour éviter ces problématiques. Donc là, la vidéo, elle fait un peu plus d'1,2 million ou 1,5 million, je ne me rappelle plus de visites. Alors, c'est vraiment une marque qui est parfaite pour les réseaux sociaux et pour le web, il faut être clair. Vu qu'elle est décalée, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, on est très peu dans la boîte, donc on valide les choses de manière extrêmement rapide. Et ça donne aussi une vitesse à la marque et une facilité de contact avec la marque qui est plutôt très cool. On vient de faire un concours, par exemple, au Mexique pour des visuels.
pour des designs de montres, on a eu des centaines de résultats. Et ce n'était pas ça parce qu'il fallait refaire un cadran quand même. Des centaines de designs qui ont été faits. C'est absolument incroyable. Donc, la marque a une communauté qui est assez forte, qu'on développe constamment. On essaie vraiment maintenant de plus en plus de développer des vraies tribus parce qu'on voit que le tatouage, ça ne suffit pas. Donc, on va aller un peu plus loin dans les tribus. Et par tribu, il y a un message, évidemment, qui doit être différent et différenciant ou différencié. C'est un gros boulot de notre marketing, effectivement. Donc, je dirais qu'une des grosses parties du budget passe là-dedans. On est maintenant aussi sur TikTok, on ne l'était pas. Donc, on est avant tout sur Facebook, Instagram, TikTok et aussi sur les réseaux chinois sur lesquels on travaille. Et Pinterest, sur lequel on est de plus en plus présent parce que ça reste quand même sur de l'e-commerce très, très intéressant. Là, c'est différents partenaires avec qui on bossait. Donc, la marque étant assez sympa, il est assez facile de rentrer en contact avec pas mal d'influenceurs et par des échanges de monde, tout simplement, on arrive à développer des choses assez cool. On essaie de trouver des gens qui sont affinitaires à la marque, évidemment, parce que si c'est seulement pas… Le grand danger, c'est que vous leur offrez une montre, ils postent un truc et après, ils ne le font plus. Donc, on essaie vraiment d'avoir des gens qui aiment la marque, qui s'amusent avec et qui ont envie de bosser avec nous, mais dans une forme… On est plus dans une relation, pas d'amitié, on n'en est pas là, mais une relation à long terme. Donc, toujours très, très mexicain, ça reste quelque chose de très, très fort. Là, je vais vous parler plutôt d'un projet qu'on avait fait. C'est le dernier projet qu'on avait fait pour la Grèce. Il fallait trouver une idée. Donc, alors, j'ai trouvé l'idée de partir sur notre cher Dionysos et le tatouer. Et on l'a testé en Grèce parce que j'avais un peu peur que les Grecs n'aiment pas trop ça. Et c'était un projet sur Mykonos. Et on l'a testé en Grèce et sur Mykonos. Et ce qui est intéressant en Grèce, sur la Grèce en général, on a eu des remarques qui pouvaient être assez violentes, comme quand on touchait à leur dieu et que ça ne se faisait pas. Et à Mykonos, au contraire, ils se marraient et ils adoraient ça. Donc on l'a quand même utilisé. Ce n'est pas la pub qui a marché le plus. D'ailleurs, ce que vous verrez, j'ai plusieurs tests de pub qu'on a fait. Donc l'idée là, c'était de vendre, c'était pas beaucoup, 50 montres à Mykonos sur une période très, très précise en été. On a tout vendu très rapidement. Les seules choses qu'on a fait, donc, c'est une grosse campagne Internet et il y avait un poster à l'aéroport, à l'entrée de l'aéroport. On n'a jamais vraiment su si c'est le poster de l'aéroport ou si c'est Internet qui avait drivé du monde. Je pense que c'est les deux en l'occurrence. Et chaque détail de nouveau comptait, c'était important. Donc, on a eu à peu près sur les réseaux sociaux. Là, je peux vous en parler parce que ça fait 2 ans qu'on l'a lancé, donc on peut partager ça. Donc, une grosse campagne de targeting. On a touché à peu près 430 000 personnes. On a créé une landing page complète où les gens pouvaient venir s'inscrire. Donc, on a capté beaucoup d'infos, évidemment, clients. On a pu relancer après. Et puis, vous avez à peu près 800 engagements qui ont été faits. Donc, lancement de la campagne sur Mykonos. Mykonos, c'est petit, donc très rapidement, vous touchez quand même les gens que vous avez touchés, vous les avez touchés, quoi. Donc, tous les hôtels, tout ce qui était proximité des boîtes de nuit, etc. Donc, on avait touché à peu près 16 000 personnes. Et puis après, sur la Grèce, on a touché évidemment beaucoup plus. Les budgets sont très, très petits, c'est ce qu'on a dépensé. Hein. Vous imaginez, donc on est à 2200 livres sterling, on dire que ce n'est pas une grosse campagne, hein, mais ça a fonctionné. On a lancé à peu près une cinquantaine de pubs différentes, parce qu'on voulait les tester dans tous les sens. Donc là, vous en avez un certain nombre. Donc au niveau créa, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais là, ce qui est super intéressant pour moi, vous verrez dans les résultats, donc vous voyez le nombre d'impressions, 200 000 sur Mykonos et 2,6 millions sur la Grèce. Quand vous êtes créa, moi je suis plutôt créa, on part vite dans des choses assez larges, etc., sans que vous les testiez, parce que c'est plus votre sentiment. Et au niveau CRM, effectivement, ce qui est intéressant au niveau data, c'est que votre sentiment, vous le mettez derrière et vous testez sur un public cible, et ça vous permet effectivement de comprendre ce que les gens veulent, ce que les gens apprécient le plus, etc. Il faut avouer que c'est souvent déceptif, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est comme ça, mais au moins, ça permet de voir réellement ce que les gens préfèrent. Alors,
Alors là, effectivement, sur Mykonos, on a touché à peu près 12 fois les personnes, donc on a matraqué comme des dingues. Et puis sur la Grèce, à peu près 6 fois. Donc là, c'était les landing pages qui ont bien marché. Vous voyez, un couple qui boit un petit verre, toujours de l'alcool, hein, parce qu'il faut que ça reste festif, ou la piscine. Voilà, les trucs les plus bateaux fonctionnent bien. Et ça, c'est les best, donc les publicités qui ont le mieux marché. Donc le coucher de soleil, donc il fallait quand même y penser avec le moulin, c'est super original. Et puis évidemment le côté festif, mais ça c'est Mykonos, donc on pouvait quand même s'y attendre un peu. Et donc finalement des fois, il ne faut pas trop chercher à se compliquer la vie. Il faut des fois partir sur des valeurs assez simples et ça fonctionne très très bien. Et donc voilà les résultats un peu. Donc on a eu, là vous avez effectivement la landing page avec les différents produits, la possibilité d'acheter chez Kessaris, parce que c'était en partenariat avec Kessaris, donc c'est un des gros retailers là-bas, et on leur a amené énormément de trafic pour qu'ils puissent acheter ces montres, et très très rapidement, on les a toutes vendues. J'ai encore des demandes d'ailleurs sur Mykonos, mais on ne peut plus du tout les honorer. Et voilà, moi j'ai fini, je crois que je suis à peu près dans les temps, c'était 10 minutes hein, sur les questions. Donc si je continue ou vous m'interrompez s'il y a des questions, naturellement. La marque est totalement différente, hyper addictive sur Internet. Il y a tout à faire dessus. On a lancé un e-commerce qui marche très bien, qui est assez mondial, qui marche plutôt bien. Un des problèmes qu'on a eu, que je ne connaissais pas, alors peut-être pour d'autres personnes qui veulent ouvrir au niveau mondial, on a eu un gros souci avec la Russie. Vous ne pouvez rien envoyer en Russie. Il y a un blocus total en Russie. Si vous n'avez pas un distributeur sur place, vous n'envoyez. Là, je devais envoyer un bracelet. Commande toute bête, impossible, ça revient à chaque fois. Des montres, un des Russes m'avait commandé plusieurs montres, il a dû les prendre à Francfort. C'est des vraies problématiques. Il y a le Brésil qui a un vrai problème aussi parce que c'est 100% de taxes, ça a l'air con, mais c'est vite très cher. Surtout que nous, c'est taxes incluses, hein. C'est transport et taxes incluses, tout est gratuit. Et l'Inde qui est aussi un problème. Donc les problèmes de fraude qu'on a eu, cas aussi intéressant si je peux le partager, beaucoup sur le Mexique. Donc, beaucoup de fraude sur le Mexique. Donc, chaque fois, ça me met une alerte. Et je demande, au départ, on m'avait dit simplement demander leur carte d'identité, faites une copie. Donc, ils m'envoyaient leur carte d'identité, j'envoyais les produits. Et après, on m'a dit non, ça ne suffit pas. Demandez aussi la copie de la carte de crédit, le bac de la carte de crédit. Et là, comme par hasard, il n'y a plus personne qui me renvoie. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de commandes. Et dès le moment où j'ai fait 2 fois la demande pour avoir la copie de la carte de crédit, j'ai plus aucune commande qui vient et qui est frauduleuse. Donc, je pense que ce sont des gens qui font déjà des fausses cartes de crédit, ou de visite surtout, ou d'identité. C'est un réseau et ils savent très, très bien où taper. Et je pense qu'ils doivent se dire, tiens, sur telle société, on peut taper, là, etc. Donc, c'est un seul conseil. Si vous commencez à voir le Mexique, faites un tout petit peu attention parce que l'Amérique du Sud, ils sont assez malins, les mecs. Et ça peut être un problème. Avant, c'était les UK. Mais maintenant, avec le 3D Secure, on a plus de problèmes. Et au Mexique, c'est le CVV, vous savez, le numéro derrière, qui est souvent pas demandé. Donc, vous pouvez avoir ce problème. Et Visa accepte le paiement. C'est ça qui est génial. Visa accepte le paiement, mais Shopify ne l'accepte pas. Et donc, le business est top parce que si vous voulez, moi, j'ai vendu des montres que je n'ai pas envoyées, mais j'ai l'argent. Évidemment qu'on va rembourser à je ne sais pas qui, mais on va la rembourser. Donc, c'est un nouveau business qui est assez rentable. Parfait. Alors, voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, voilà. OK, on est à 5 minutes, effectivement, il vous reste à peu près 5 minutes. Oui. Si vous avez des questions à poser à Frédéric, voilà, pour les 5 minutes qui nous restent. Voilà, je vais vous mettre... Voilà, on est tous à l'écran. Moi, j'aurais une petite question à vous poser. Je suis un peu impressionné justement par la création que vous faites des visuels. Et en fait, c'est le public, quelque part, qui choisit les visuels au lieu d'avoir une grosse équipe de créa et de personnes qui se réunissent, de plein de réunions. Finalement, ce n'est pas vous qui décidez. Vous parliez de choix déceptifs, c'est de se dire finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est le plus basique. Pourquoi pas à chaque fois faire du basique et puis pas faire toute cette création Mais alors, déjà, vous ne le savez pas, évidemment. Ça, c'est toujours l'intérêt. Après, il y a 2 éléments. C'est et qui est fondamental. Vous devez quand même créer une marque, des vraies valeurs de marque. Si vous commencez à faire que du basique, ce n'est pas très bon. Par contre, quand vous êtes sur Internet et si vous attendez une réaction
En gros, c'est comme si vous êtes en supermarché, vous avez du basique, du visuel, parce qu'on doit être sur un collect, etc. Mais la marque doit avoir des vraies valeurs globales. Vous devez quand même aspirer quelque chose. Donc, c'est un jeu constant à faire. Mais après, c'est vrai que, et moi, je me rappelle chez Tag, c'était très intéressant parce qu'on faisait des pubs, par exemple, il y a la F1, qui est une montre à 1000 francs, et puis vous aviez des grandes Carrera à 6000, ou on avait beaucoup plus. Hein. Mais ce qui était génial, c'est qu'on était tous persuadés que les F1, c'était des jeunes qui les achetaient, et puis les grandes Carreras, c'était des gens plus âgés. Et c'était exactement l'inverse. Parce que les F1 étaient toujours offerts à des enfants qui venaient de faire leur bac. Donc, c'est les parents qui achetaient. Mais il aurait suffi simplement de faire une petite analyse au départ, et puis on le savait. Mais ce qui est intéressant dans beaucoup de sociétés, et j'en viens, la data, tout le monde parle que de la data, mais personne n'en veut, ça emmerde tout le monde, la data. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on commence à faire des panels de data, et puis on se dit, ah ouais, mais je peux être moins créatif, c'est moins marrant, etc. Parce que dans le luxe, on est tous au pif, on travaille tous au pif, on n'aime pas trop. C'est en train d'arriver, hein, tout ce qui est prédictif, mais ça fait 15 ans, là, je vois LVMH chez Google qui en parle, mais le prédictif, c'est pas nouveau, hein, c'est pas... Maintenant, on a les moyens d'aller beaucoup plus loin. Mais le danger, c'est que le luxe et les produits viennent grâce au pif des gens. Les montres, je n'ai jamais vu un seul test de montre. Et moi, j'ai bossé chez Nestlé, tout est testé de A à Z hein, chez Nestlé. Procter, la même chose. Le pharma, vous ne pouvez rien lancer évidemment sans. En plus, il y a des problèmes de régulation. Mais dans l'horlogerie, il n'y a rien qui est testé, jamais rien. On me dit, ah oui, j'aime bien le bleu, toi, je le fais le bleu. Ah, j'aime bien ça, je le fais. Et chapeau, parce que c'est rare qu'ils se trompent, c'est ça le pire. C'est qu'ils ont une intuition absolument incroyable. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire gaffe aussi. C'est pour ça que je parlais d'humain avant, avec Internet aussi. C'est vrai qu'il y a une récolte de data qui est absolument folle. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer une marque de luxe. Ce n'est pas parce que je connais, je sais, je ne vais pas faire chaque fois des couchers de soleil, vous imaginez un peu le résultat. Donc, c'est assez intéressant, c'est que vous devez constamment jouer sur des aspects que vous avez en arrière-plan, analyser, les intégrer, les prendre ou pas. Mais c'est comme l'académisme. Dans le domaine de l'art, c'est bien de l'avoir appris, c'est bien de savoir des datas, mais c'est bien de l'oublier pour aller plus loin, parce que sinon, vous faites que des choses tellement ennuyeuses qui n'ont absolument aucun intérêt. Quel est le canal justement qui vous permet d'avoir le plus de retours ou les retours les plus qualitatifs? Les réseaux sociaux, évidemment, les réseaux sociaux, c'est clair. Mais un en particulier, en fait, plutôt Instagram alors, encore? alors, étonnamment, Facebook marche vachement bien. Hein. Tout le monde est sur Instagram. Moi, les plus gros impacts que j'ai, c'est Facebook. Hein. Et je le vois d'ailleurs même dans les retours sur les ventes. Alors, les retours sur les ventes, c'est simple, c'est le SEO. C'est donc le naturel. C'est là où je fais tout le monde. Les réseaux sociaux, faut être clair aussi. Hein, c'est pas ça qui. Et surtout dans le domaine de produits de luxe, l'achat se fait pas comme ça. C'est pas spontané. Par exemple, vous prenez une montre à 1000 à 2000 francs au Mexique, c'est beaucoup. Hein, c'est quelques mois de salaire. Et puis la situation actuelle, même si les gens ont beaucoup acheté, et même moi, on fait un peu gaffe parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc, vous n'êtes pas prêt non plus à claquer autant de fric en une fois. Et donc, le process d'achat ou la journée sur l'achat est quand même relativement longue. Elle se fait pas sous cette. Nous, c'est assez intéressant, c'est qu'on a les paniers abandonnés et on a remis en place des emails pour relancer les paniers abandonnés. Ça marche plutôt pas mal. Mais on fait très attention. Je fais un email par mois, par exemple, uniquement. J'en fais pas plus. Et sur les paniers abandonnés, après 3 jours, il y en a un, il n'y en a pas 2. Dans les scénarios, on les laisse tranquilles. Ça ne sert à rien d'agresser les gens. Il faut y aller gentiment. En plus de ça, sur Bomberg, ce qui n'est pas du tout le cas sur NM Society, il y a beaucoup de produits qui sont vendus ailleurs parce qu'il y a un marché parallèle que les marques font. Hein, c'est personne d'autre qui le fait. Hein, où évidemment, ils vendent plein d'anciens produits, où il y a chacun de plus en plus agressif, surtout pendant le Covid. Et vous trouvez le même produit ailleurs pour 30 ou 40% moins cher si vous n'êtes pas trop bête et vous regardez. Alors, ce qu'on voit, c'est que j'ai quelques clients qui me demandent des prix, des fois sur Internet, pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc, je pense que ça va être une habitude qui va se mettre en place aussi, de se dire, vous ne pouvez pas me faire 10%, 15%, je lui achète le produit comme un magasin, quoi, tout simplement. Pour l'instant, ils n'osent pas trop le faire. Certains le font, mais pas tous, loin de là. Je dirais qu'il y a peut-être 5% de gens qui osent faire ça. Je vous conseille de le faire parce qu'à mon avis, la plupart des marques acceptent jusqu'à 10% sans problème de vous faire un rabais vu qu'ils le font en magasin de toutes les façons. Et en plus, ils sont en full marge, donc ils peuvent y aller avec grand plaisir.